Ah d'accord, j'ai compris. J'ai compris le pouvoir du miracle. Le miracle... Non, je vais pas spoiler ma... Tu te calmes. Je vais pas spoiler ma review. Vous allez attendre la fin de la vidéo pour que je vous parle du pouvoir du miracle. Parce que... Avant ça, il y a quand même 2-3 petites choses qu'il faut aborder. Hein. Ce chapitre est clairement un chapitre de transition. Je fais pas... Big révélation. C'est pour ça que vous regardez mes reviews, hein. Je vous donne des infos absolument incroyables. Donc chapitre de transition, les amis. Mais, dans lequel on a en fait un drôle de... Un drôle d'événement scénaristique, je dirais. Puisque... Je sais pas si c'est la première fois dans Bleach, sûrement que non. Mais... Le méchant du combat précédent n'est pas mort. Alors oui, il est vaincu entre guillemets, mais comme je l'avais dit dans ma review précédente, Lily Barrow est loin d'être mort. Il est loin d'être mort, les amis. Et je me dis, mais c'est quand même très étrange, au niveau de la façon d'écrire le manga. On avait un schéma classique avec Mayuri versus Pernida, voilà, ok, très bien, un combat, bim bam boum, un perdant à la fin, et très souvent c'est le méchant. Bon, là c'est très différent en fait. Là où j'avais dit oui, ça va être un petit peu le même schéma que Mayuri contre Pernida, Kyoraku contre Lily Barrow, et de fait on avait un peu le même schéma, avec le lieutenant qui arrive au dernier moment, voilà. Mais là, la différence, c'est qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas vraiment de perdant ni de gagnant. Je veux dire, Shunsui, à la fin, il est exténué. Alors certes, Lily Barrow, il tombe, mais il est encore vivant. Et ça veut dire que, finalement, Kyoraku n'a pas servi à grand-chose. C'est pourtant mon personnage préféré, c'est un de mes personnages préférés. Mais il n'a pas servi à grand-chose. Autant vous dire que certes, oui, très bien, bon, il a retiré peut-être quelques pouvoirs à Lily Barrow, il lui a baisser sa puissance, ça c'est certain. Mais c'est révolutionnaire, je trouve, c'est pas un schéma habituel, c'est ça que je veux dire. C'est pas un schéma habituel. Que le méchant survive, ça casse les codes, et je trouve ça excellent. Honnêtement, je trouve ça excellent. Je suis très content que Lily Barrow soit encore vivant. Je suis vraiment très content de ça. Donc, allons-y pour la review. Chapitre 654, pardon. Lily Barrow tombe telle une pluie, mais à la différence de ce que je croyais, il ne s'abat pas de manière offensive sur Kyoraku et Nanao. Il, en fait, descend un peu contre sa volonté, en en milliards de pièces, il traverse le Varavelt et il tombe dans la Soul Society. Certains, donc alors, bon, déjà, qu'est-ce qu'on constate quand il tombe? Alors, il a perdu son auréole, et il a perdu ses ailes. On le voit parce qu'il se reforme à partir de là où il est tombé, à partir de petits débris de lui-même, en fait, des débris de lumière, et il est encore capable, de balancer des tirs de Reishi, mais donc sous la forme, voilà, habituelle, hein, de ces attaques circulaires, comme ça, cylindriques. Mais il semblerait qu'il ait perdu le pouvoir de son vol standing Zirel ou Giliel, hein, ça dépend comment vous l'appelez, puisqu'il n'est visiblement plus intangible, et il n'a plus ses ailes ni son auréole. Donc, voilà, c'est la conséquence du combat contre Kyoraku. Mais je trouve que c'est assez, comment dire, décevant d'une certaine manière. Non pas que Lily Barrow survive, comme je l'ai dit, je suis content parce que c'est la preuve que, premièrement, Lily Barrow était un adversaire très coriace contre Kyoraku, malgré le fait qu'il soit ridicule, et de plus en plus ridicule. J'ai de plus en plus de mal réellement à trouver l'intérêt du design de Lily Barrow. Au début, bon, je pouvais penser que le côté grotesque et absurde était intéressant, le côté héroïque-comique, mais là, non. Là, je trouve que ça devient ridicule. C'est vrai, sa forme, elle ressemble un petit peu à un mélange de Dali, de Miro et de Picasso. Prenez, je crois qu'il y a des tableaux de Miro qui mettent en scène des poules. Cherchez, tiens, Miro poule ou Miro canard. Je crois pas qu'il y ait de peinture à proprement parler qui ressemble à Lily Barrow, mais vous verrez de quoi je parle. Franchement, vous verrez de quoi je parle. Entre Picasso, Dali et Miro. Par contre, donc voilà.
une chose à dire à propos de l'île Barrow, il ne se reforme pas, enfin non, il n'a pas été divisé en 8 parties, en 8 formes de lui-même. Non, 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 parce que, comme vous le voyez, ces clones, entre guillemets, sont créés à partir des tirs de Reishi qu'il fait. Or, il en a fait plein dans la Soul Society, justement pour pouvoir se repopper un peu partout, et faire en sorte de un peu être le gars qui va causer l'apocalypse dans la Soul Society. Donc, c'est pas lié, il n'a pas été divisé en 8 pièces, en 8 parties de lui-même, comme pourtant le laissait comment dire, envisager le nom du Zanpakuto de Nanao. Donc Nanao, en ce qui la concerne, elle ne tient pas le choc, elle perd pied littéralement, hein, et elle tombe dans les bras de Shunsui qui d'ailleurs lui-même n'est pas au mieux de sa forme, on va pas se mentir. Donc on comprend que c'est grâce à Kyoraku qu'elle a réussi à porter le coup contre Barrow. Elle n'était pas capable évidemment d'utiliser Shinken, et ça c'est excellent de la part de Kubo, parce que Dieu merci, il n'a pas fait de Nanao une personne OP juste parce qu'elle avait un pouvoir cheaté. Le Shinken n'est pas complètement cheaté, il n'a pas tué Barrow, et on ne peut pas l'utiliser si on n'a pas le Reiatsu à mon avis nécessaire pour encaisser l'attaque qui vient vers vous. Si t'es juste une pauvre merde et que tu brandis le truc comme ça va pas marcher mon gars, il faut que t'aies au moins un minimum Reiatsu pour encaisser. Or avec Kyoraku derrière elle, l'affaire était réglée. Kyoraku c'est un des capitaines qui a le plus de Reiatsu, qui a le plus d'énergie, de pression spirituelle. Ce qui d'ailleurs explique pourquoi le gars est capable toujours de se tenir debout après avoir encaissé un trou dans son putain de bide, des blessures là, des putains de blessures ici, là, ici, puis de toute manière avoir été malmené par Barrow pendant quelques chapitres. Donc Kyoraku est quand même un tank. Kyoraku c'est un putain de tank. Cela dit, pas aussi tank qu'on pourrait le penser, parce que quand même au bout d'un moment il tombe, il s'effondre, et c'est bien compréhensible. Donc Kyoraku, on le reverra, ça c'est sûr et certain. Et comme on le reverra parce qu'il n'est pas mort, qu'il n'est pas complètement... C'est pas comme Mayuri. Mayuri là il est un peu dans la merde, Mayuri. Disons qu'il est fatigué, il a les pieds défoncés, bon. En ce qui concerne Kenpachi, je pense qu'on le reverra, mais tout simplement parce que c'est nécessaire au niveau du scénario. Mais il est dans un pire état, Kenpachi. En ce qui concerne Kyoraku, j'espère qu'on va le revoir, je pense qu'on va le revoir. Mais encore une fois, ce combat casse un peu les codes de Bleach, parce que tout simplement, on voit un méchant qui n'est pas mort, un gentil qui va très certainement revenir, et j'espère un gentil qui a encore quelque chose à nous donner à propos de son Bankai, bordel de merde. Je n'ai pas eu encore le 5e acte, je n'aurai probablement jamais le 5e acte, mais on peut encore espérer, parce que, voilà, on peut espérer. Rappelez-vous, contre Stark, le premier combat, il n'avait pas révélé Hironi, ce avec quoi il a achevé Stark. Donc on peut encore espérer que, voilà, Kyoraku révèle une dernière carte de son Bankai. Ensuite, donc, on voit l'apparition de la réintroduction de 2 nouveaux personnages. Premièrement, on revoit Aizen attaché à sa petite chaise, et on peut espérer que l'île Barrow, dans sa colère, pète la chaise de Aizen, ce qui à mon avis serait possible. Je veux dire, si l'île Barrow est si puissant que ça, à mon avis, ce serait excellent de voir un combat Aizen contre l'île Barrow. Ce serait excellent. Et ce serait la seule façon de prouver que, voilà, d'expliquer pourquoi Kyoraku n'a pas été capable de le vaincre. C'est pour moi le seul gars qu'on peut considérer au-dessus de Kyoraku dans les environs, parce que certes, et j'y viens juste après, il y a un nouveau personnage qui vient arriver qui est extrêmement badass et qui, à mon avis, va faire preuve de très grande puissance, ça, à n'en pas douter. Mais je ne voudrais pas que ce soit ce personnage-là qui achève Barrow. Putain, merde, au bout d'un moment, l'échelle des puissances, elle est absolument plus respectée. Justement, les amis, je viens à ce deuxième personnage, Izuru Kira. Alors, Kira, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu, il s'était un peu fait one-shot par Basby, il me semble, par même son Burner Finger One, hein, bim, comme ça. Barrow donc apparemment le connaît, mais juste après il dit qui es-tu, c'est un peu bizarre d'ailleurs ça, mais il dit en gros voilà tu étais mort, tu n'étais pas censé revenir, et Kira comme à son habitude est hyper émo, hyper dark, en fait c'est assez marrant parce que Kira est vraiment très dark, très dépressif, très souvent on le voit un peu en dépression suite à la trahison puis à la mort de son ancien capitaine, et puis ensuite on le voit face à Aguilé, l'espada en forme de... pas l'espada, l'Aranga en aigle. Non d'ailleurs c'est pas Aguilé, enfin bon bref, c'est sa résurrection que c'est Aguila. Enfin peu importe.
Donc on voit ce mec qui se fait juste exécuter par Kira de manière très très froide. Et Kira en fait c'est ça, son personnage est assez froid. En fait si on devait donner un peu une identité à ce personnage, c'est que il est assez dépressif et du coup ça reflète sa personnalité d'émo, de émo un peu froid, un peu dark, un peu sombre. Et c'est ça qui est intéressant avec Kira, et là encore plus, surtout dans cette magnifique réintroduction de son personnage avec la lune derrière. Alors Kira il semble avoir un bras mécanique et avoir été en fait recousu, restructuré avec des barres de fer dans son propre corps. Et donc ça peut nous indiquer qu'il a été un peu cyborgisé par Mayuri. Ça en fait on le sait depuis le chapitre 520.5, chapitre que je ne connaissais pas, mais il y a un viewer, un de mes abonnés qui m'a indiqué d'aller le voir, donc c'était merci à lui, c'est génial, je ne connaissais pas du tout ce chapitre. Et on voit en fait une petite case où Mayuri est en train de trifouiller le corps de Kira. Et donc très certainement il est en train de le robotiser afin d'en faire un cyborg. Alors est-ce que ça va lui apporter de la puissance? On peut effectivement on peut espérer ça, mais surtout je pense que Kira maintenant va être beaucoup plus déterminé et beaucoup moins humain en fait. Voilà, je pense que la part humaine de Kira là elle est un petit peu mise à la corbeille, et puis la corbeille est vidée. Parce que bon, déjà que son Zanpakuto et son propre caractère tendaient à être très sombre comme je l'ai dit, là après avoir frôlé la mort, enfin littéralement après être mort et puis avoir été ressuscité en forme robot, je pense qu'à un moment au niveau de l'humanité vous commencez à perdre confiance quoi. Voilà. Enfin de l'amité d'ailleurs, parce que c'est pas des humains, c'est des âmes, donc de l'amanité, enfin bref, peu importe. Voilà, donc comme je l'ai dit, je n'ai pas envie que ce soit Kira bien qu'il soit très badass et tout ça, je suis très content de son retour, je n'ai pas envie qu'il soit celui qui achève Barreau. Face à Barreau, on le voit faire quelque chose d'assez intéressant, on le voit en fait couper Barreau, ce qui prouve que Barreau n'est plus intangible. Deuxièmement, on le voit que Barreau a quand même un poids, ça va être juste de la lumière, il a quand même un poids parce qu'il peut subir la pesanteur. Donc, peu importe les amis, maintenant, hop, là, je suis sûr que j'ai perdu la netteté là, bon peu importe. Donc nous allons parler du pouvoir du Miracle. Alors le Miracle, son pouvoir, c'est assez étonnant parce qu'au début quand on le revoit face à Byakuya et Renji d'ailleurs qui se la pète, un truc de malade, il est tellement arrogant, je suis sûr qu'il va se faire défoncer au chapitre suivant. Et Renji et Byakuya disent en gros, voilà, ils le malmènent un petit peu avec Zamimaru et Senbon Sakura, et en gros Renji il est en mode, ouais attends excuse-moi mais tu crois quoi, putain on est un vice-capitaine et un capitaine, tu vas bien te calmer mon petit. Et j'ai un peu envie de dire la même chose à Renji. Parce qu'on le voit juste après le Miracle qui nous donne un petit indice sur quel est son pouvoir. Alors j'avais dit que j'avais compris et que je vais vous expliquer en fait le pouvoir du Miracle. Le pouvoir du Miracle c'est très simple. Enfin c'est très simple. Non, c'est pas très simple, mais c'est assez concret et cohérent. Finalement, il a besoin d'être dans une situation de grande difficulté pour pouvoir déclencher son pouvoir le plus puissant. Sa plus puissante force, son plus haut niveau de puissance. En fait, face à un adversaire lambda, on peut imaginer que voilà, le Miracle devrait juste se fonder sur sa force et son habileté au combat. Mais quand il est poussé dans ce retranchement, en fait, sa victoire serait considérée comme un miracle. Et c'est là qu'il puise son pouvoir. Mettons un exemple. Face à un gars, le Miracle, il va utiliser son épée, il va se battre en mode, voilà, il va utiliser ses compétences basiques, ses muscles, voilà, bon. Mais face à 1000 soldats, c'est tellement impossible qu'il les batte que justement, c'est là qu'il va avoir son power-up. C'est là que le Miracle, je ne sais comment, c'est là que Valkyrie va réussir à gagner en puissance de manière drastique. Et ça me fait un peu penser que c'est un peu un procédé en miroir, c'est-à-dire on le pousse dans ses retranchements, et finalement, au dernier moment, alors qu'il est à l'approche de la mort, sa puissance se calque sur la puissance de son adversaire, ou alors sa puissance grandit x2 ou x10. Un petit peu d'ailleurs une version en fait c'est un petit peu des Yami, des Driscoll Bercy et le concept aussi de masse démasculine. C'est un peu voilà des mecs qui se fondent sur le power-up successif, mais lui dans son cas c'est plus précisément parce que il doit être poussé dans ce retranchement jusqu'à ce que en fait l'idée de sa victoire ne soit plus considérée que comme par miracle en fait. Et ça, je trouve ça excellent de la part de Kubo. On a un personnage qui paraît très terre à terre, très direct, c'est ça, mais qu'en fait a un pouvoir qui est assez miraculeux, assez sacré, qui relève un peu du sacré, du divin, et ça c'est génial, je trouve ça excellent. D'autant plus que il ressemble carrément à Thor. Donc voilà.
Bon les amis, voilà un petit peu ce que j'en ai pensé, donc dites-moi ce que vous pensez de ce chapitre dans les commentaires, abonnez-vous, likez, tout ce que vous voulez, et je vous dis à la prochaine.